Mesdemoiselles, Messieurs, Edmond Salis et son corsaire. Regardez cette aile en forme de mouette. Dû donc justement à la taille de son hélice, il a fallu modifier la forme de l'aile pour faire un train d'atterrissage très solide. Atterrir sur un porte-avions, c'est vouloir poser un avion sur un terrain de foot mouvant. Il avance à une vitesse de 30-40 km/h, c'est totalement différent de se poser sur une piste classique. Vous n'avez aucun autre repère qu'un repère qui bouge. Quand on se pose sur une piste classique, on est sur un repère fixe et figé. Et bien là, il se pose sur une piste. C'est la crosse d'appontage qui accroche les câbles. Ça nécessite un avion renforcé au niveau des trains d'atterrissage et du fuselage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand les Américains avaient lancé l'industrie militaire de guerre pour faire face à la Seconde Guerre mondiale, ils avaient lancé multiples projets et le Corsair fait partie de ces avions dont la production a continué pendant des années et des années après-guerre. Et donc en 1951, ce Corsair est sorti d'usine, il a évolué dans de nombreux théâtres d'opération. Il a fait quelques mois en Corée à bord du porte-avions Valley Forge. Ensuite, il a fait un deuxième tour d'opération, cette fois-ci au sol. Ensuite, il a été parqué dans l'Arizona. Dans les années 50, il a été vendu à des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et Honduras avait remplacé les P-38 Lightning, les avions identiques à ceux qu'avait utilisé Antoine de Saint-Exupéry au sein du groupe Savoie. Et en plus de ces P-38, ils avaient donc conservé ces Corsaires pendant 13 ans, en 1979. C'était pour les 100 ans aux commandes d'un Blériot 11, avion original, état de vol sur le terrain de la Ferté-Alais. L'appareil qu'il nous présente aujourd'hui, on est bien loin des 36 chevaux et quelques ânes de son Anzani utilisés pour la gauche. Lafayette, qui était un porte-avions récupéré des Américains. Voltige, maintenant, on va continuer avec nos amis les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace. De nombreux partenaires et aussi grâce à un partenaire de notre... Cet avion a équipé la Luftwaffe pendant tout le conflit. Il a été produit différentes versions, version de bombardement, version transport ou de l'arrière de parachutisme. Il a vu son baptême du feu réalisé en Espagne pendant la guerre civile où il servit essentiellement de transport de troupes et de matériel. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il y en avait à peu près 1000 exemplaires de ce type en état de vol dans la Luftwaffe pour un total de 5000 exemplaires construits pendant la totalité du conflit. C'est à bord d'un avion identique à celui-ci qui nous est présenté aujourd'hui par Christophe Bailly et Guy Le Gallais, qu'Adolf Hitler s'est posé ici même à Cambrai en 1940. Mais cet avion, il a été utilisé partout au cours du second conflit mondial, partout du moins dans la partie européano-africaine ou africo-cano-européenne en fonction de comment on se présente, c'est-à-dire de la Norvège jusqu'à la Crète, même en Libye, et sur la partie soviétique. Et vous le savez, au début, le pacte germano-soviétique protégeait d'une certaine manière l'Allemagne de sa frontière est
protéger la frontière Est, mais Adolf Hitler avait quand même des grandes visions sur la Russie. En 1942, quand le général de Gaulle a recréé les forces aériennes françaises libres, les troupes françaises ont commencé dès 1940 à rejoindre le général de Gaulle, mais se sont vraiment structurés en termes de forces aériennes françaises. Bonjour, je suis le sergent-chef Robin, également sur la base aérienne d'Orléans. Je suis mécanicien ingénieur. D'un pilote de liaison, d'un médecin et de quelques mécaniciens sous les ordres du commandant Philippien est arrivé en novembre 1942. Parmi tous ces hommes, il y avait Marcel Lefebvre, un enfant des Anglais. Il y avait Marcel Albert. Il y avait quelques hommes comme ça au nom très prédestinés. Le 26 novembre 1942, les 16 pilotes se posent à Ivanovo, un aérodrome à 250 km de Moscou. Il fait moins 20 degrés, ils sont accueillis par le colonel Soumov qui leur donne des uniformes russes pour le froid. Ils découvrent un paysage blanc de blanc avec des difficultés pour se repérer et découvrir seule une piste d'année. Et là, un choix se pose à ces hommes. Ils ont le choix entre trois types d'avions. Le Hurricane anglais, le Bell Cobra américain et le Yak soviétique. Se rappelant les ordres de Gaulle, à chaque fois que vous devrez prendre une décision, souvenez-vous toujours de l'honneur de la France. On va aller là-haut parce que l'autre quand il va atterrir.
quand les États-Unis sont entrés en guerre, les pilotes américains ont été réquisitionnés d'une certaine manière un peu de force par l'armée américaine et on leur a dit maintenant vous rentrez dans le rang. Ça a occasionné d'ailleurs quelques petits soucis parce que vous pensez bien quand vous avez comme ça des têtes brûlées, on va les appeler comme telles, même si ce n'est pas du tout de l'autre, c'est des gens qui partent faire des opérations de type mercenaire, après les remettre dans une armée régulière, c'est assez compliqué. Et donc, ces pilotes qui avaient été là ont continué de voler sur P40. Et puis est arrivée l'attaque de Pearl Harbor où les P40 ont décollé et les États-Unis sont rentrés en guerre. En novembre 1942, quand est arrivé le débarquement en Afrique du Nord en 1942, les Américains ont été débarqués, mitraillés dans les ports de Gaza et d'Agadir par des avions qui étaient ceux qui nous avaient vendus à nous les Français en 1940, les Curtiss H-75 et T-36. Et donc ces avions appartenaient à diverses escadrilles de la Première Guerre mondiale et même avant l'entrée en guerre des États-Unis au cours de la Première Guerre mondiale qui s'est datée de 1916. Et le premier des détachements américains qui a débarqué à Casablanca, comme les derniers sur l'aérodrome, c'était le colonel. Il a regardé les T-36 et il a fait comment fait d'avion, c'est moi qui ai décidé cette engin en 1916 à Nicole. Et là, il s'est rendu compte que c'était l'unité qu'il avait dessiné le symbole en 1916 à Luxeuil, qu'il avait tiré dessus la veille. Et donc il a fait des pieds et des mains pour que cette unité, le groupe... Ah mais il se passe le plus grand spectacle aérien que Philippe Massé a organisé de toute sa carrière de président de l'Aéroclub. C'est le meeting aérien des 80 ans de la libération de Cambrai. Derrière la libération de Cambrai, ça veut dire la libération de Cambrai, de Caudry et de l'ensemble du Cambrésis et évidemment du Catésie. Il y a un plateau aérien extraordinaire. La patrouille de France dans quelques minutes. On a vu la patrouille belge, la Belgian Air Force qui nous fait l'amitié, qui fait l'amitié à Philippe Massé et à ses centaines de bénévoles d'être présents aujourd'hui. Voilà, c'est le meeting du siècle. C'est le meeting du siècle, c'est le meeting que la libération de la France nécessitait d'être commémorée aujourd'hui. Bon, ok. Est-ce que tout se passe bien avec ce temps-là? Ça se passe magnifiquement bien, sous l'autorité de monsieur le sous-préfet, monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Nord, le SDIS du Nord. Il y a eu 40 évacuations civiles pour des questions de canicule, donc voilà, mais aucun problème. Donc tout se passe bien. Il y a au moins 20 000 visiteurs et tout est bien réglé dans l'organisation à la bonne partition du président Massé. Bon, nous allons passer donc au président Massé. Ah, vous avez raison. Merci. Président, bonjour. Bonjour Beffroi Vision, pardon. Voilà, allez, racontez-nous tout. Eh bien écoutez, je crois que le président Ziegler l'a dit, vous êtes ici aujourd'hui, je pense, dans un des 3 plus gros meetings de France, meeting aérien. C'est une réussite totale, réussite hier pour les entraînements, réussite aujourd'hui avec le public, comme on l'a dit, qui a répondu présent. C'est certain que les 20 000 personnes sont là, on vient de le voir d'ailleurs du car podium. Et puis réussite parce qu'on a un plateau extraordinaire avec des avions de légende de la Deuxième Guerre mondiale et avec 7 nationalités, des Anglais, des Belges, je remercie les armées françaises et belges d'ailleurs d'être présentes, l'armée de terre, l'armée de l'air. Et puis comme l'a dit le président, ça coïncidait avec les 80 ans à la fois de la libération de la France, et Dieu sait si ici on est heureux et fiers de notre pays, et puis les 80 ans de la libération de Cambrai. Donc c'est un rêve aujourd'hui, et on avait rendez-vous avec le soleil, que voulez-vous? Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre d'avions qui sont en mouvement ici? Alors il y a aujourd'hui, sur le week-end, on aura eu 94 avions en mouvement. C'est-à-dire que c'est un plateau d'exception. Je peux vous dire, j'ai des directeurs des vols, ils sont 3. Ils se sont arrachés les cheveux pour ceux qui en avaient encore parce que c'est très difficile à gérer. On a commencé à 10h30 ce matin alors que d'habitude on commence à 13h. Vous voyez un peu la difficulté. On va dire que je suis très gourmand, mais que c'est surtout parce que les équipages sont tellement bien accueillis qu'ils veulent revenir tous et moi je ne sais pas dire non. Bah, pourquoi dire non? Pourquoi dire non? Parce que ça a un coût énorme après, il faut le gérer en temps, il
faut le gérer en termes de sécurité. Et la sécurité, on peut parler de la gendarmerie, des pompiers, tout ça sous la houlette de monsieur le sous-préfet. Et c'est très important. Et puis il y a le coût financier. Vous ne faites pas venir un avion qui vaut 11 millions d'euros sans que c'est un coût de au moins 12 000 euros. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait, c'est pour ça que c'est pas gratuit. Voilà. Bon, mais finalement, vous avez tous ces partenaires-là. Alors quel est leur rôle ici? Ben, leurs partenaires, c'est comme la communauté d'agglo, comme le département, comme la région, comme la ville de Cambrai, de financer ce meeting. S'il n'y avait que les entrées, ça ne suffirait pas. Puisqu'on fait l'entrée en prévente à 12 €, c'est le prix d'une place de cinéma pour 6h30 de spectacle. Bon, alors qu'est-ce qu'on en attend là alors? Ben, on en attend quoi? Ben, on en attend que le prestige de Cambrai et du Cambrésis, de la communauté d'agglo, est au firmament d'un soleil éclatant. Voilà, c'est une évidence. Et moi, j'adore qu'on parle de Cambrai, du Cambrésis, de la communauté d'agglo et de Nierny, forcément, puisque j'y habite aussi. Bien. Monsieur le Président, merci. Merci à vous. Voici l'arrêt, voici la destination. Et on attend bien l'arrêt complet du manège avant de descendre ou de monter. Voilà les copains, les copines, vous pouvez monter.
peut lire alors. Alors, je suis Philippe Delvalet, je suis président du Paramoteur Club du Cambrésis. D'accord. Alors, nous avons devant nous un drôle d'engin. Comment vous l'appelez cet engin? Alors, c'est un paramoteur, c'est-à-dire que c'est un parapente, une voile de parapente, et motorisé, donc paramoteur. Voilà. D'accord. Et il vous sert à quoi exactement? Donc l'avantage du paramoteur, c'est que dans nos régions, nous n'avons pas de montagne. Donc pour faire du parapente, c'est quelque peu compliqué. Donc en fait, on va utiliser le moteur pour pouvoir faire du parapente. En fait. Donc on peut décoller d'un terrain plat, voilà, suffisamment plat, on va dire. Voilà. Bon, il vous faut une autorisation pour utiliser ça? Il faut un brevet. Donc une partie théorique que l'on passe via la DGAC et puis une partie pratique qui va être validée par un instructeur. Et donc quand on a le brevet ULM, donc là cette fois-ci on peut piloter, on peut acheter son matériel et pouvoir voler par soi-même. Et votre association est basée où, vous dites? Ici sur Cambrai, en fait, ici sur l'aérodrome. En fait, on n'a pas de locaux, mais c'est une association où tous les propriétaires de paramoteurs, on se retrouve, de temps en temps pour voler ensemble. Vous avez beaucoup d'adhérents? Là, actuellement, on doit être à peu près une douzaine. On a été à un moment jusqu'à 23 adhérents, 23 pilotes. Et vous les prenez de quel âge à quel âge? Alors, en général, on a des pilotes de 30 ans à peu près, plus jeunes, et jusqu'à près de 80 ans. Voilà, notre plus vieux pilote a pas loin de 80 ans. Voilà, ouais. Voilà, tout à fait, c'est d'ailleurs sa machine. Voilà. Donc vous pouvez aller au sol et en l'air? Alors en fait, c'est pas fait pour rouler au sol, c'est juste au moment du décollage où on a les roues. En général, on décolle en moins de 60 mètres et ensuite, donc, on va en respectant bien évidemment la réglementation aérienne. Voilà, les cartes aéronautiques qui nous indiquent les zones qui sont réglementées, où il ne faut pas aller, ou s'il faut aller via la radioaviation, ou on peut d'autres endroits où on peut voler librement. Voilà. Et vous avez un moteur thermique? Alors, pour l'instant, tous les adhérents, ce sont tous des moteurs thermiques, souvent des moteurs 2 temps. Sur les monoplaces, on est souvent sur des puissances entre 30 et 35 chevaux, à peu près. Biplace, on peut monter jusqu'à pratiquement 60 chevaux. Sur les plus puissants. Donc tout en moteur thermique. On commence à voir apparaître, on a eu une démonstration ce matin par la fédération avec des pilotes paramoteurs. Il y avait un paramoteur électrique, justement. Donc ça commence à apparaître. Oui. Le point essentiel, c'est la météo, parce que nous volons à des vitesses qui sont relativement réduites. On vole aux alentours des 40 km/h à peu près. Et donc si on a un vent en altitude, un peu en hauteur, à plus de 20 km/h, si on est face au vent, on va très très peu avancer. Donc, et on peut avoir des phénomènes de turbulence aussi. Donc en général, on va plutôt voler soit le soir ou sinon le matin. D'accord. Mais quand vous êtes sur votre engin, vous communiquez comment? Par radio. On peut communiquer via une radio, là je ne l'ai pas sur moi, mais on a une radio avec le casque. On peut communiquer entre nous par radio. D'accord, ok. En tout cas, je vous remercie, monsieur, de nous avoir donné tous ces renseignements. Eh bien de rien, merci à vous et bonne continuation.
Un mélange de... On demande à Philippe qu'est-ce qu'il fait. de Lille et on fait des permanences dans toutes les grandes villes du Nord et du Pas-de-Calais, comme à Cambrai. Éventuel engagement, même si c'est juste pour prendre quelques informations. C'est une machine, comme vous le savez, le DC-3, le Dakota. Le DC-3 est donc connu pour une mission ô combien particulière. Alors que roule devant nous le TB30 Epsilon, qui décolleront dans quelques minutes. Regardez, ils vont revenir face à nous, les deux P28 et le PC3 dans quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, regardez bien face à vous l'éclatement de la patrouille DC-3 T28.